Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci Marie. Bonjour à nos 4 intervenants qui ont l'honneur d'ouvrir cette première session de table ronde. Alors, je vais vous présenter. On a d'abord Marc Bourquin, conseiller médico-social à la FHF. Thomas Kuhn, adjoint à la sous-directrice du financement de la performance à la DGOS. Anne Ferrer, directrice générale du CHU de Montpellier. Et Christelle Ratigné-Carbonneil, vous êtes directrice générale de l'ARS du Grand Est. Merci à tous les 4 de vous prêter au jeu de cette table ronde qui va forcément se mettre dans la lignée de ce que vient de nous présenter l'IGAS, qui place la prévention comme un sujet éminemment d'actualité, s'il fallait encore s'en convaincre. Un sujet d'actualité notamment sur la question du financement. Alors, sans rebalayer tout le contexte autour du PLFSS, des contraintes budgétaires que l'on connaît aujourd'hui, le sujet du financement de la prévention, c'est quelque chose de majeur. On l'a vu, et François Chollet tout à l'heure l'a présenté dans l'enquête FHF Prévention. C'est le premier frein, le financement au déploiement des actions dans nos établissements publics, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux. Donc c'est un sujet à prendre à bras-le-corps si on veut faire demain plus de prévention dans nos établissements et si on veut accompagner ce rôle et cette place à laquelle on prétend. Alors tout de suite, peut-être Anne Ferrer, pour vous laisser le soin d'introduire cette table ronde, donc peut-être pour commencer une réaction au rapport de l'IGAS, c'est peut-être nous dire dans les CH et les CHU comment aujourd'hui ce sujet du financement de la prévention est traité. On est heureux de ce rapport parce que ça signifie que la prévention bénéficie d'un cadre de réflexion au sein duquel la FHF peut proposer des solutions, des idées qui peuvent construire un début de financement. Parmi les éléments qui sont intéressants pour nous immédiatement en termes de boîte à outils dans ce rapport, c'est finalement la priorisation d'un certain nombre d'actions. Parce que si on a entendu les tables rondes passionnantes juste avant nous, on se rend compte que la prévention fait consensus. Tout le monde a envie de développer une prévention primaire, secondaire, voire aller jusqu'à la prévention quaternaire. Tout le monde est convaincu dans les hôpitaux. Pour autant, on bute devant un modèle de financement. Donc, on est un début de cadre. Ça nous permet de dérouler des propositions et d'avoir une logique de progressivité qui permettra la soutenabilité d'un modèle. Parce qu'on peut vouer aux gémonies la T2A. Elle a quand même été, pour les hôpitaux publics, l'opportunité de développer un certain nombre d'activités avec un modèle robuste dans le temps et durable. Si aujourd'hui on souhaite lui substituer un autre modèle qui vient encourager des programmes de prévention, une modification structurelle de nos modes de prise en charge, il faut nécessairement le prévoir dans le temps. Et je crois que Zéna Briat l'évoquait, avoir une vision pluriannuelle permet de modifier en profondeur. Et l'idée d'une phase pilote qui est portée dans le rapport et en même temps qui après serait déclinée sur quelques segments qui seraient portés fortement. Alors on se dit quand même que le tabac, ça fait longtemps que c'est porté, l'alcool, ça fait longtemps que c'est porté, le poids, ça fait longtemps que c'est porté. Pour autant, ça reste des problématiques de santé publique majeures. Donc ce rapport, il nous dit, mettez-vous en ordre de marche, commencez à dérouler les propositions qui sont les vôtres, soyez en mesure de prioriser les actions qui auront du sens et de le faire progressivement pour ne pas déstabiliser nos établissements et venir enrichir une boîte à outils qui devrait être aussi robuste que la T2A l'a été en son temps sur des actions qui ont été en tout cas propices notamment pour la chirurgie, que la prévention devienne un nouveau vecteur de fonctionnement dur de nos établissements. Très bien, merci. Alors peut-être je me tourne vers Marc Bourquin. On a le côté sanitaire, côté médico-social cette fois-ci. Quelle est la situation quand on parle financement et prévention, un sujet qui est majeur. On l'a vu avec la loi Bien vieillir notamment, qui a posé un certain nombre de jalons. Alors côté financement, prévention dans le médico-social, qu'est-ce qu'on peut faire comme conclusion, constat aujourd'hui dans ce domaine ? Alors c'est vrai qu'on arrive actuellement à, un point de bifurcation dont on espère tous qu'il est favorable. Pourquoi ? Parce qu'on a ce rapport qui ancre la mission de santé publique, de prévention primaire dans les établissements de santé. Et il fait écho au vote à la quasi-unanimité en avril 2024 dans la loi Bien vieillir d'une ambition très forte. Alors, essentiellement dans le champ médico-social, mais après tout, pas uniquement. C'est l'idée d'instaurer un droit au dépistage des fragilités pour les personnes âgées. Alors pourquoi c'est essentiel ? Parce que d'abord, ça contrebat une idée implicite, c'est qu'au fond, passé un certain âge, c'est trop tard. Et ça, c'est très important de dire non, c'est pas trop tard. On peut dépister et lutter contre les fragilités
à tous les âges de la vie. Et je pense que c'est très important au moment où on aborde une phase de très fort vieillissement dans notre pays. C'est très important de poser cela. Alors ça, c'est la première chose. C'est au fond quelque chose d'un peu un changement de paradigme, mais avec derrière, et c'est aussi une interpellation pour les pouvoirs publics, les parlementaires ils ont dit en 2025. Bon, à mon avis, il faudra attendre un peu plus. Mais ils ont posé le principe que toutes les personnes doivent pouvoir bénéficier de ce dépistage. Et le texte et les éléments qui s'y rapportent ciblent très clairement l'outil créé par l'Organisation mondiale de la santé, qui s'appelle ICOP, et dont l'objectif est la généralisation. Il est déjà déployé autour de Toulouse, il y a aussi à Tours, il y a d'autres territoires qui s'y mettent, et je crois qu'on en parlera dans la table ronde suivante. Mais l'idée, c'est, voilà, dans un délai le plus rapide possible, on définit qui est responsable de cela, et ça ne sera sans doute pas le même opérateur, ça peut être les EHPAD, ça peut être l'hôpital, ça peut être la CPTS. L'essentiel, c'est de dire qui est en responsabilité d'aller vers les personnes âgées et de leur proposer un dépistage des fragilités. Et si fragilité il y a, eh bien de mettre en place des actions de prévention. Alors ça, c'est, je pense, la chose la plus fondamentale. Mais je rajouterai deux choses très très vite, parce que ça passe très vite. C'est évidemment de donner aux équipes mobiles de gériatrie dans les territoires un nouveau rôle qui n'est pas seulement celui d'accompagner les pathologies, mais également de les identifier, même quand elles sont déjà là. Et une troisième chose, et nous y tenons beaucoup, c'est pour les établissements médico-sociaux, et notamment les EHPAD, il faut pouvoir contractualiser avec les pouvoirs publics sur des objectifs de prévention des chutes, de prévention de la dénutrition, d'évitement autant que possible des hospitalisations. Les textes qui sont en cours, mais bon, le contexte est un petit peu compliqué. Bon, mais ça va s'arranger. Les textes qui sont en cours de promulgation vont permettre d'avoir cette contractualisation dans les contrats d'objectifs, de manière à être sur du gagnant-gagnant en termes de financement de la prévention. Donc les choses bougent, il y a du potentiel, il faut maintenant passer à l'action concrète dans le champ médico-social comme dans le champ sanitaire. Donc on l'a compris, un appel au pouvoir public pour agir dans le secteur du médico-social. Peut-être je me tourne vers Christelle Ratigny-Carbonnet. Donc vous êtes directrice générale de l'ARS Grand Est. Les ARS, de manière générale, sont des financeurs de la prévention dans les régions. On l'a vu dans l'enquête FHF Prévention avec les fonds propres des établissements. C'est la première source de financement au gré notamment de différents appels à projets. Alors peut-être nous dire comment aujourd'hui une ARS déjà finance la prévention, et peut-être vous dans votre région, comment aussi vous accompagnez cette démarche. Alors merci beaucoup déjà à la FHF pour la mobilisation de ce congrès, de ce temps d'échange. On le voit bien et je partage ce qui a été dit. La prévention est une dimension en effet qui est reconnue et intégrée. Il faut aller en effet plus loin. Vous l'avez dit, l'ARS c'est dans son génome en effet le financement de la prévention à double titre, à la fois au travers de l'ONDAM mais aussi des fonds, le FIR, le fonds d'intervention régional, avec des mobilisations évidemment importantes de financement important sur ces sujets. Je pense qu'il est important aussi de souligner, c'est la nécessité d'évolution, et on le voit en effet, de changement de paradigme où la prévention est bien dans le continuum prévention, soins et évidemment aussi accompagnement sur le médico-social. Et ce n'est pas une activité en plus ou après. Cela doit être intégré. Je partage ce qui était indiqué par Anne-Carole Bensadon, et notamment sur la dernière slide où tu as pris plus de temps, comme tu le disais. En effet, des soignants convaincus seront des soignants convaincants. Donc en fait, il faut bien en effet que l'on ait cette intégration dès le départ. Sur les financements, on finance en effet de manière importante les actions de prévention. Je pense au centre de vaccination, je pense au CLAD, je pense au CEGID. Et donc ce sont en effet, notamment pour le Grand Est, évidemment des sommes importantes et plusieurs millions d'euros. Nous sommes aussi sur des dynamiques de projets. Donc je pense qu'il faut évoluer en effet, garder dans certains cas en effet les appels à projets, mais être plus en effet sur un système, comme cela a été dit, d'enveloppe et avec une forme de pérennité, puisque le fonds d'intervention régionale notamment, alors il est
reconduit normalement, mais pour autant, en effet, il a une forme de potentiel d'habilité et donc une prévisibilité incertaine pour les acteurs. Donc c'est évidemment important de pouvoir avoir une visibilité plus importante et voir en effet comment nous pouvons capitaliser sur une forme d'identification, de sacralisation et donc voilà, déjà des enveloppes sur les objectifs de santé publique démontrent en effet la démarche, et notamment dans le cadre de la précédente LFSS, mais il faut aller encore plus loin pour pouvoir évidemment identifier, capitaliser aussi ce qui est fait, et on échange beaucoup évidemment entre ARS, ce qui est fait dans les différentes régions pour ensuite aller à des généralisations. Je prends l'exemple, en effet, le Téléthon s'est tenu il y a quelques jours, et notamment sur le sujet du dépisma, donc du dépistage, en effet, notamment sur l'amyotrophie spinale. Ce sont des projets et des innovations qui ont été portés par 2 régions, donc Grand Est et Occitanie, et nous allons aller, dans quelques semaines ou quelques mois, à la généralisation. Donc on voit bien que cela fonctionne avec des initiatives, en effet, au niveau régional et ensuite permettant d'être transposées sur le niveau national. Merci. Anne Ferrat, vous vouliez réagir peut-être ? Je partage totalement ce qui vient d'être dit et ça fait écho aussi au rapport. Ne fonctionnons pas sur la prévention que par appel à projet. Parce qu'un appel à projet et prévention, c'est un peu court. Un appel à projet, c'est faire une démonstration, donc finalement courte, je crois que c'est ce que dit le rapport, mais derrière la prévention, on l'a vu dans les démonstrations tout à l'heure, angevines notamment, on a besoin d'impliquer les professionnels dans le temps et on a aussi besoin de créer des corridors de réflexion qui font que les publics que l'on va chercher vont avoir le temps de rentrer dans une démarche de prévention, qu'on va pouvoir évaluer les bienfaits et éventuellement, après, derrière, inverser les choses. Donc, pas trop d'à-coups, trouver des moyens pour accompagner. Et si on veut aller vite, puisqu'on évoquait tout à l'heure le fait que chaque professionnel doit pouvoir consacrer un petit peu de temps à pouvoir prêcher la prévention auprès de tout patient qui est en face de lui. Rappelons-nous que dans les hôpitaux, on a une nomenclature sur les actes externes qui est quand même assez fragile. Si l'on souhaite réfléchir rapidement et avoir une solution un peu pouce-bouton, on peut avoir des modificateurs qui seraient des modificateurs de prévention à chaque fois qu'on a une action qui est engagée dans les 4 priorités qui ont été par exemple soutenues. En attendant d'avoir une vraie réforme de la nomenclature, Zéna Briat l'évoquait, ça fait longtemps qu'on n'a pas toiletté la nomenclature, ça peut libérer des moyens et ça peut donner finalement une dynamique un peu plus favorable et positive. Dans les territoires, on a aussi besoin d'avoir des équipes qui durablement vont pouvoir convertir l'ensemble des professionnels de santé, parce qu'on voit qu'il y a des niveaux un peu hétérogènes dans l'appropriation de ce que c'est que la prévention, alors que tout le monde a envie d'en faire. Ça encore, ça suppose des financements pérennes. Donc c'est peut-être l'une des voies sur lesquelles la Fédération hospitalière de France a envie d'appuyer. Comment est-ce qu'on donne des moyens qui vont être starter, certes, durables ensuite, transformateurs surtout? Merci. Peut-être, alors, on parlait de mode de financement, de comment on conçoit ce financement de la prévention. Donc, Thomas Kuhn, vous travaillez à la DGOS et notamment sur les questions des conceptions de ces modèles de financement. Alors justement, côté ministère, quand on parle prévention, financement, voilà, comment aujourd'hui vous abordez ce sujet ? Merci beaucoup déjà pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Je vais revenir dans la suite de l'intervention d'Anne Carole sur la genèse de cette réforme T2A et sur ce qu'elle contient. Donc, on a dans la loi de financement de la sécurité sociale en 2023, comme l'a dit Anne Carole, on a mis fin au caractère central unique de la T2A. Avant, les textes disaient que les hôpitaux sont financés par T2A et puis quand ils font des choses un peu exceptionnelles, on finance sur mission d'intérêt général. Maintenant, on ne dit plus ça, on dit bien que les établissements sont financés par des recettes d'activité, puis également sur des dotations pour financer leurs contributions à l'atteinte d'objectifs de santé publique ou leurs contributions autour de missions spécifiques. Et ça, c'est essentiel parce que c'est ici qu'on va pouvoir replacer la prévention. C'est aussi ici, c'était vraiment l'intention du législateur, de replacer les actions autour de la qualité, autour de la coordination et évidemment autour de la prévention. Alors je crois qu'on en fait déjà, on en finance déjà fort heureusement, on en finance
dans la partie activité, dans la partie financement à l'activité, et notamment sur à partir du moment où on élargit un peu le périmètre de ce qu'on considère l'activité. Je pense notamment au financement sur épisode de soins. On finance à l'épisode de soins autour de la maladie rénale chronique, par exemple. On finance un package de soins, si je peux le dire comme ça, et ça a forcément une visée de pertinence, certes, mais aussi préventive, c'est-à-dire j'arrête de regarder strictement ce que vous faites en tant d'acte, j'ai besoin d'un niveau minimum d'actes et d'intervention, mais après, l'ambition, elle est bien de prendre au plus tôt et d'anticiper le plus possible le parcours de soins du patient. Donc je pense que, y compris dans la T2A, c'est pas natif, hein, mais y compris dans la T2A, en tout cas dans du financement à l'activité, on peut avoir de la prévention. Ensuite, le compartiment principal qui va porter les financements autour de la prévention, c'est évidemment le compartiment sur objectifs de santé publique. Et là, en fait, on a deux possibilités. En tout cas, c'est comme ça qu'on réfléchit. Soit on vient financer au dispositif. Et on dit, vous mettez en place tel ou tel dispositif, et c'est déjà ce qui est fait en partie sur les équipes mobiles, ça a été cité par Marc, sur tout un tas de dispositifs, sur des équipes de liaison diverses et variées, qui ont vocation quand même à évaluer, à anticiper, à orienter le patient, et ça, c'est des choses qu'on fait déjà, et on finance au dispositif. Et puis, il y a une ambition qui va un tout petit peu plus loin, qui est d'aller financer non plus au dispositif, mais au résultat, enfin à l'objectif de santé publique et donc au résultat. Et donc là, il faut que c'est une réflexion qu'on démarre juste. Hein. Si je reprends les exemples des personnes âgées, je ne finance plus une équipe mobile de gériatrie ou un dispositif d'admission directe non programmé, mais je finance sur la base d'un indicateur d'évitement de passage aux urgences, d'hospitalisation directe, voire de diminution de taux d'hospitalisation. Et je viens financer des opérateurs sur cette base-là, et ça veut bien dire que je les mets à contribution en projection, pas uniquement sur les actes de soins qu'ils peuvent produire, et de manière parfois asynchrone de la présence du patient, hein, parce qu'ils doivent se coordonner entre eux, et sur un temps plus long, sur une échelle de temps plus large que la seule présence du patient autour de l'acte de soins. Pour faire ça, on a plusieurs tension, en tout cas, difficulté à résoudre. C'est pour ça que la table ronde va beaucoup m'intéresser. On a une tension entre national versus territorial. On voit bien qu'on a envie de donner la main au territorial, mais ça vient avec un coût transactionnel qui est quand même assez fort. Je pense que les ARS pourront témoigner, mais partout où on a mis de l'approche populationnelle, de la composante populationnelle, c'est pas simple de s'emparer de ces objets-là, et on voit que l'appel à projet, ça peut être une bonne solution, mais pas partout. On a une tension, une difficulté sur le financement, parce que c'est un coût, la prévention c'est un coût dont on doit assumer, c'est un investissement, effectivement, on doit assumer le coût dès maintenant, et ça l'IGAS le dit très bien, hein, pour récolter les bénéfices plus tard. Ça veut bien dire qu'à l'instant T, on a un double coût, la prévention plus le soin qui n'a pas été prévenu et qu'on doit assumer. Et puis enfin, on a une dernière tension autour du pilotage, ça a été évoqué, de la nomenclature. Piloter des interventions brèves, très brèves, ça ne va pas dans le sens d'une simplification administrative. Pour autant, on est assez vigilant et attentif à ne pas alourdir la charge administrative des acteurs de soins. Ah, merci pour ce tour d'horizon. Donc, après, la question qui va se poser, effectivement, comme vous avez tous commencé à le dire, c'est quel modèle on construit pour après. Alors, vous avez commencé à déjà parler T2A ou pas T2A, qui est un des sujets qui était traité dans les précédentes séquences. Il y avait des appels aussi tout à l'heure à construire un modèle systémique de cette prévention, que ce soit sur le côté sanitaire, que ce soit sur le côté médico-social. Également à donner la main au territoire pour contractualiser ou en tout cas trouver des modes de fonctionnement qui permettent de mettre en place cette prévention. Si demain on devait construire ce modèle, quelles seraient selon chacun peut-être les 3-4 priorités, commencer un petit peu à en parler, mais qu'on devrait mettre sur le devant de la scène, ou en tout cas qui vous semble utile de travailler. Je ne sais pas si Marc... Il faut se lancer. Écoutez, moi je disais tout à l'heure, on est sur un moment d'évolution, de bifurcation. Un chiffre, on a la Cour des comptes avec nous, c'est pas si fréquent. La Cour des comptes considère que gagner une année d'espérance de vie sans incapacité, c'est 1,5 milliard d'économies. Alors ils disent 1,5, 1,9, donc voilà, on va dire 1,5 milliard pour être modeste. Autre élément intéressant, il ne faut pas dire qu'on est très mauvais. On n'est pas très mauvais. Quand on compare avec les autres pays d'Europe, on n'est pas dans une situation catastrophique. Alors effectivement, il faut distinguer les pays d'Europe de l'Ouest et ceux d'Europe de l'Est qui sont encore un peu en retard. Mais par contre, il y a beaucoup mieux. Et quand on regarde avec la Suède, on a 8 ans d'espérance de vie de moins sans incapacité. Donc ça veut dire que si on fait une règle de 3... si on atteignait le niveau des Suédois, il n'y aurait plus de déficit.
1,5 milliard multiplié par 8, vous n'avez plus de déficit de l'assurance maladie. Donc moi je pense que, et c'est ça qui est très, on ne va pas le faire du jour au lendemain, c'est ça qui est très intéressant dans le rapport que nous a présenté Anne-Carole Mansadon, c'est de poser ce principe de la pérennité et de dire aussi, ça ne vient pas en réduction des crédits de soins. J'allais dire, il faut faire confiance à l'offre de soins. Si on augmente les financements sur la prévention, eh ben, on s'apercevra à moyen terme qu'on va modérer, on va pas baisser les dépenses, parce qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut augmenter, l'innovation thérapeutique, le vieillissement de la population, mais on va pouvoir modérer cette offre. Et donc ça, je pense que c'est un changement de paradigme qui est très important. Parce que si on dit toujours, ah ben la prévention, ça coûte, et évidemment, je vais donner un exemple précis, parce que je ne vous cache pas ma petite interrogation sur ICOP. On a une loi qui est votée, qui renvoie à un décret. Bon, pour le moment, on n'a pas commencé à en discuter. Et donc, c'est un appel aussi. Discutons de la mise en œuvre de ce décret. Évidemment que ça va coûter un peu d'argent de déployer pour une douzaine de millions de personnes ce dépistage, même si c'est assez simple, hein, l'outil ICOP. Mais l'effet de levier sur la réduction des hospitalisations, sur la réduction de la nécessité d'héberger quelqu'un dans un EHPAD plutôt qu'elle puisse rester à domicile, l'effet de levier, évidemment, qui sera très positif. Donc il faut amorcer la pompe. Et puis, évidemment, il faut faire confiance aux professionnels, au sens large, parce que, et je finis là pour ne pas être trop long, il est évident, mais là aussi Anne-Carole l'a dit, on n'est pas si différent que ça des Anglais et des Britanniques en général. Si les professionnels disent « moi je trouve du sens à ces interventions brèves ou à ces dépistages », eh bien il est évident qu'en faisant confiance aux professionnels, en leur disant « voilà, on va engager la démarche là-dessus », je suis persuadé qu'il y a un sentiment de valorisation, de dire, voilà, peut-être que cet après-midi, en disant à telle personne, faites une consultation d'addictologie, allez voir pour la nutrition, peut-être allez voir aussi côté risque de diabète, etc. Eh ben, je trouve que c'est extrêmement valorisant pour les professionnels. Je pense que ça, c'est un levier important, y compris d'attractivité des métiers du soin. Merci Marc. Oui. Anne Ferrer. Alors peut-être 3 remarques. Une pour prolonger les propos de Thomas. Il manque peut-être un angle, c'est celui du profil, de la cible et du public que l'on souhaite privilégier. On sait aujourd'hui que la prévention, elle est importante avec les publics les plus fragiles, des publics qui classiquement trouvent à l'hôpital public toujours l'ouverture, l'écoute, le temps nécessaire et les soins. Si la prévention doit se tourner vers un public pour lequel il faut trouver une organisation qui soit différente, ce sont les publics les plus fragiles. Alors on a les permanences d'accès aux soins de santé qui sont d'ores et déjà financées et au sein desquelles il y a déjà des actions de prévention. Mais finalement, il y a plein d'autres actions qui peuvent être au bénéfice de ces publics et ça fait le lien avec la deuxième remarque que je ferai et qui fait écho aux propos de notre collègue Armand Terrasse de Saxé. La prévention sera algorithmique ou ne sera pas. Je crois que c'est un peu son terme et elle a parfaitement raison. On a des EDS, on a des entrepôts de données de santé où il y a énormément de profils patients, notamment ces fameux patients précaires qui vont venir une fois aux urgences, 2 fois aux urgences. Si on commence à développer une recherche qui va chercher des cibles qui permettront de réinsérer en faisant du aller vers et en allant chercher ces profils les plus fragiles, probablement qu'on réussira un continuum qui aujourd'hui n'existe pas et qui fait que ces profils moins informés, moins accompagnés, de toute manière nous les voyons, mais nous les voyons très tardivement et on les prend en charge avec des coûts qui sont particulièrement onéreux. Donc là, il y a peut-être un chaînon à travailler de concert. Peut-être Christelle Ratigny, quand tu sais que sur le fait de faire un continuum et notamment vers les personnes qu'on a le plus de mal à aller chercher. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, et notamment pour les personnes le plus en écart aux soins, nous mobilisons notamment en Grand Est une étude sur les usagers fréquents des urgences, et on le voit bien, et donc c'est dans ce cadre-là, sur ces usagers fréquents, la typologie en effet de ces patients et ces patients en écart aux soins, où la démarche de prévention est probablement encore la plus importante. Donc on voit bien, on a la nécessité en effet de pouvoir intégrer de manière systémique
la prévention et le financement de la prévention, de pouvoir prioriser aussi, parce que je pense qu'il faut être honnête et réaliste, on ne pourra pas tout faire. Donc il faut en effet collectivement définir des priorités, définir des cibles, aller aussi notamment sur cette sanctuarisation des financements, sur le sujet territoire national, pouvoir aussi s'appuyer sur les initiatives, des innovations en effet en région, y compris qui ont pu être mobilisées dans le cadre d'appels à projets. Et si ça fonctionne, que cela puisse être transformé sur quelque chose qui soit plus pérenne. Donc il faut vraiment partir, et c'est ce qui était dit, on ne part pas d'une page blanche. Ça, c'est vraiment important, sinon nous allons perdre aussi tout le monde. Donc on part de ce qui existe, de ce qui fonctionne, et on capitalise ensuite avec un ciblage en effet effectif, important, et évidemment une évaluation. Donc on est bien en effet dans ce cadre-là. C'est un changement de paradigme, je partage. Il faut en effet que collectivement nous acceptions, et toutes et tous, l'ensemble des champs, sur la prévention. C'est un investissement à moyen ou à long terme. Les résultats ne sont pas sonnants et trébuchants tout de suite, mais il faut en effet le dire clairement et porter toutes ces démarches de prévention en innovation. Nous avons l'agence d'innovation en santé. C'est aussi une démarche en effet dynamique et attractive. La prévention doit être aussi attractive que l'innovation thérapeutique. C'est exactement la même chose. Donc ça doit mobiliser autant d'acteurs, autant d'appels aussi, et autant évidemment de financement. C'est un élément majeur qui va nous permettre aussi, avec la prévention, d'avoir une soutenabilité de notre système de santé. Eu égard au vieillissement de la population et à l'importance de l'évolution des maladies chroniques, si nous n'investissons pas sur la prévention, on arrivera très difficilement, je pense, à avoir un système de santé soutenable. Donc c'est aussi important en termes d'innovation que les innovations thérapeutiques, aussi complexes soient-elles. Très clair, effectivement, pour cet appel à un changement de paradigme fort pour que la prévention advienne dans notre système de santé. Thomas Kuhn en réaction aussi. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, je crois, en termes de modèles et d'architecture de modèles de financement. Déjà, le rapport IGAS, il commence sous votre contrôle. Il commence par proposer des actions de formation et de communication. Ça, c'est des choses qui ne coûtent pas très cher. C'est peut-être des choses sur lesquelles on peut travailler pour former et accompagner l'ensemble des professionnels. Ensuite, nous, ce qu'on a comme ambition pour 2025, on souhaite travailler autour de la thématique de la personne âgée, comme j'ai commencé à l'évoquer très rapidement tout à l'heure. Ces compartiments objectifs de santé publique que j'évoquais, il a comme objectif de permettre une forme de massification et de regroupement des financements, en tout cas de notre niveau, et d'arrêter que ce soit le niveau national qui pilote strictement tel dispositif et telle allocation à l'euro près quasiment au niveau de l'établissement, au niveau de la région, ou tel dispositif, parce que, mais ça a été dit précédemment et c'est redit ici, on fait confiance aux régions, aux porteurs de projets et aux territoires. Donc concrètement, comment ça va marcher? C'est de se dire, cette phase pilote, choisir un ou deux endroits, une ou deux régions peut-être, et de se dire, on regroupe l'ensemble des financements qui sont dédiés à la thématique personnes âgées. On a des choses, ça a été mentionné, autour des équipes mobiles, autour des admissions directes non programmées. Il y a des choses autour des consultations mémoire, même si ce n'est pas strictement la personne âgée. Enfin, il y a tout un tas de financements qui financent dispositif par dispositif et qui sont mis côte à côte, mais sans vraiment stratégie et visibilité d'ensemble. Donc on se dit, on regroupe tout ça. On installe une gouvernance, on installe un pilotage au niveau local, et on se définit collectivement des objectifs de santé publique en termes vraiment de résultats de santé publique et de résultats sur les états de santé des populations. Et ça rejoint un peu l'approche par public. En fait, il va falloir certainement généraliser ça sur d'autres publics. Et ensuite, on donne la main aux ARS et on donne la main aux territoires pour choisir les actions qui sont les plus à même et qui sont les plus pertinentes à conduire pour atteindre cet objectif-là. Et ensuite, on passe à la phase d'évaluation, éventuellement de rémunération sur résultat. Ça, c'est quelque chose qui reste à inventer, qui reste un peu devant nous. Et je crois que vraiment la prévention dans cette approche-là, elle a toute sa place. C'est bien parce que je vais mener une approche préventive, des actions préventives auprès des EHPAD ou auprès des lieux de résidence des personnes âgées, que je vais éviter les passages aux urgences non pertinents, que je vais réduire les durées de séjour ou éviter les journées non pertinentes, et que je vais améliorer les états de santé des populations. Donc c'est un peu ça l'approche dans laquelle on se situe pour 2025. Ouais. Anne Ferrer. Je peux me permettre d'être taquine. La crainte des hospitaliers en général, c'est quand on entend, on va prendre plein de financements qui existent, qui font le job, on va les additionner, on va les secouer, on va remettre une gouvernance de plus et ça va marcher mieux.
Ça, c'est une manière de voir, mais qui n'est pas forcément celle qui nous sécurise le plus. Parce que les centres ressources mémoire, je parle pour celui de Montpellier qui fait un job mais remarquable, on lutte contre les délais d'attente parce qu'on a l'impression du tonneau des Danaïdes, il y a de plus en plus de personnes âgées qui souhaitent venir le consulter. C'est une ressource financée forfaitairement, avec certes des possibilités d'évolution selon la file active, mais la plasticité du modèle n'est pas du tout à la hauteur de la file active de patients qu'on est appelé à prendre. Donc, si demain on nous dit le centre ressources mémoire, on le rajoute avec d'autres choses, et à la fin, en plus, vous faites de la prévention, ça, c'est un petit peu tricky pour nous. En fait, le vrai sujet, c'est comment on accepte dans le temps, collectivement, d'avoir une démarche évaluée qui nous permette d'introduire des actions de prévention concrètes sur des thématiques précises qui seront évaluées en termes de qualité, mais aussi évaluées budgétairement. Parce qu'on ne peut pas sortir un hôpital d'un seul coup d'un système de paiement à l'acte et introduire en même temps la prévention sans qu'il y ait ce tableau de passage à construire de concert. Parce qu'à défaut, il y aura nécessairement quelque chose qui va trinquer. Or, on a vraiment à cœur que l'ensemble de nos missions puissent être faites et que l'on puisse développer la prévention en même temps et que ça fasse partie, enseignement, soins, recherche, prévention, que ça fasse partie de cet ADN que l'on revendique, pour lequel on est prêt. Et il faut qu'ensemble, on définisse quelque chose qui soit un peu plus que 1 + 1 égale 2, on dirait 3 avec la prévention, mais il faut aussi l'arrondir avec quelques moyens qui peuvent être à un moment donné, on l'a entendu ce matin, sur la pertinence de ce que l'on fait, qui peuvent être dans le temps, qui peuvent être sur une réflexion un peu plus systémique, et surtout pas d'hydre administratif. Parce que si on met en place quelque chose qui doit être utile pour nos patients, qui doit être utile pour nos professionnels, il ne faut pas que ça génère des frais de structure qu'après on nous reprochera d'avoir fait. Merci. Je ne sais pas si réaction des uns et des autres. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas les réponses à toutes ces questions. Vous l'avez compris, on est en phase de construction. Mais je crois que les écueils que vous évoquez, c'est justement ceux qu'on cherche à éviter. Et ça a été beaucoup évoqué, il y a la logique à la fois de contractualisation, de pérennité et de profondeur de champ. Il faut donner de la capacité de projection aux équipes, notamment autour du sujet financier, sans que celui-ci soit inamovible et définitif, mais en tout cas qu'il donne suffisamment de temps pour s'engager, pour permettre des évolutions de comportement, pour permettre de mesurer des résultats, et c'est à ça qu'on va travailler, tout en effectivement en sécurisant, en y allant étape par étape et en sécurisant déjà les structures existantes autour de ce qu'elles font déjà et des financements dont elles touchent. Donc c'est tout ça qu'on va chercher à résoudre et qu'on va chercher à construire avec les régions concernées autour de cette thématique personnes âgées et les opérateurs qui souhaitent s'engager dans cette démarche-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, Marc Bourquin, une réaction. Alors, sachant peut-être une réaction avant qu'on prenne peut-être une question de la salle s'il y en a, mais vas-y. Très bref. Premièrement, une offre de service. À la FHF, on a essayé de réfléchir à tout ça. On a fait un livre blanc que vous pouvez lire avec profit. Mais on a aussi agi. Et quand je dis une offre de service, c'est qu'on a des territoires de responsabilité populationnelle qui, depuis plusieurs années, travaillent sur 2 pathologies chroniques qui sont le diabète et l'insuffisance cardiaque. On a des résultats factuels aujourd'hui. J'en citerai qu'un, c'est la baisse des séjours longs, derrière lesquels il y a notamment des comas diabétiques. On a une baisse très nette dans ces territoires. Et donc, si les pouvoirs publics suivent les recommandations du rapport IGAS, je pense que les territoires qui sont déjà engagés sont des candidats naturels. Et puis une proposition, alors là, plus vaste, c'est que chaque année, avant qu'on commence à discuter de l'ONDAM et qu'on commence à discuter des chiffres financiers, et il faut en discuter, ça ne serait pas inintéressant que les parlementaires regardent comment évolue l'espérance de vie en bonne santé en France vis-à-vis des autres pays d'Europe. Ça donnerait du souffle à la discussion aride et uniquement budgétaire qui est habituelle dans l'ONDAM. Alors, il nous reste 2 minutes, donc on va peut-être engager de la conclusion. Vous avez donc 30 secondes chacun, peut-être, pour nous dire une priorité qui, selon vous, est essentielle en matière de prévention. Vous en avez cité un certain nombre, mais s'il y en avait une aujourd'hui ou 2 peut-être à suivre, voilà. Dans quoi vous souhaiteriez que les pouvoirs publics, en tout cas c'est le but un peu de cette journée aussi, de faire un appel, donc dans quoi s'engager prioritairement selon vous, puisque comme l'a dit la directrice générale de l'ARS, on ne peut pas tout faire en même temps, donc il va falloir choisir, mais voilà, si on prend une priorité, qui veut
ouvrir les hostilités. Marc? Eh bien, une seule, déployer ICOP. Tu donnes ton temps aux autres. Une seule, aller exploiter les données de santé que nous avons de telle sorte que l'on puisse amener des recherches d'aller vers beaucoup plus efficaces. Une seule, je l'ai déjà évoqué, mais c'est installer ce pilote autour de la prise en charge des personnes âgées, de la contribution de l'hôpital à une meilleure prise en charge des personnes âgées dans le cadre de ces objectifs, de ce compartiment sur objectifs de santé publique. Une seule, je dirais faire confiance aux acteurs. Et confiance ne veut pas dire absence de contrôle, mais vraiment faire confiance et ne pas être dans des systèmes, en effet, extrêmement contraignants. Et je crois qu'Anne-Carole a parlé d'usine à gaz. Donc voilà, essayer de s'éloigner de cela. Écoutez, merci à tous les cas d'avoir bien compris les messages, changer de paradigme, faire confiance localement pour faire advenir ces actions de prévention. Donc voilà, grand merci à toutes et tous pour cet appel. Donc Marc Bourquin, Thomas Kuhn, Anne Ferrer et Christelle Ratignolle-Carbonneil pour vos interventions. Et puis je crois qu'on peut les applaudir pour cet échange et pour les appels que vous avez tous les quatre lancés. Puis on va rendre la main à Marie Deplace pour la table ronde suivante.